Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour ce journal du vendredi 27 avril. À la une ce midi, le manifeste contre le vote des étrangers lancé hier soir par l'UMP des Alpes-Maritimes. Un texte qui dénonce la proposition de François Hollande d'élargir ce droit aux étrangers non communautaires pour les élections locales. Le mondial du rosé, c'est aujourd'hui et tout le week-end à Cannes. Un jury international va tester les vins du monde entier, et notamment les rosés de Provence. Cyril Paillon, président de l'Union des œnologues de France, est avec nous en direct. Puis nous irons visiter la villa Helen Rock dans le Cap d'Antibes, une bâtisse mythique sur la Côte d'Azur. Cet été, son entrée sera payante pour ceux qui voudront découvrir son histoire et son patrimoine. Et tout d'abord, l'histoire de cet établissement cité en exemple par les autorités de santé, la clinique du Calme à Cabris, craint de disparaître. Ce centre soigne des patients souffrant d'alcoolisme. Il est en proie à de grosses difficultés financières après un changement de classification par l'Agence régionale de santé qui l'a obligé à diminuer ses tarifs. Reportage sur place de Laurence Collet et Emmanuel Félix. Ici, nous ne sommes pas à l'hôpital, mais le centre d'action de libération du mal-être éthylique Le Calme est une clinique reconnue soignant les addictions à l'alcool depuis 30 ans. Pour Brice, ce lieu était bel et bien la seule solution. Personne ne vous juge parce que tout le monde est dans le même bateau. Donc de suite, ça fait une bonne mise à l'aise. Et l'avantage, c'est qu'on est dans un beau cadre, on se sent vraiment bien, quoi. J'avais pas vraiment fait les démarches, il y a la famille qui a beaucoup essayé de m'aider, mais c'est pas suffisant, il faut vraiment un bon encadrement et des professionnels, bien sûr. Cette clinique aux allures de bastide familiale s'inspire des méthodes les plus avant-gardistes, se basant notamment sur l'entraide entre les pensionnaires. Depuis 2003, le Calme a été classé par l'Agence régionale de santé dans une catégorie qui le rapproche d'un établissement de convalescence. Mais ici, la prise en charge est plus compliquée. Il faut des psychologues, des psychiatres, des infirmières. Au total, 30 personnes pour en encadrer 45. Avec un tarif journalier imposé de 3 683 €, la clinique se retrouve en déficit pour la première fois. Bon, ok, allez. Je vais te poser ta perfusion. C'est un problème qui est uniquement financier parce que notre établissement est tout à fait reconnu pour la qualité de ses soins et la qualité de la prise en charge. Simplement, donc, nous avons un prix de journée qui correspond au prix de journée d'une maison de convalescence alors que nous faisons un travail hautement spécialisé. La direction de l'établissement demande à l'Agence régionale de santé d'augmenter son tarif journalier. Pas de réponse favorable à cette heure. C'est un des thèmes qui agite la campagne d'entre-deux tours. Le droit de vote des étrangers aux élections locales. François Hollande le propose pour les étrangers non communautaires. Nicolas Sarkozy s'y oppose. Position relayée par l'UMP des Alpes-Maritimes qui vient de sortir un manifeste, une pétition contre ce droit de vote. Le PS pointe la radicalisation du discours sarkozyste. Reportage de Nathalie Layani, Frédéric Tissot. Pour dire non au droit de vote des étrangers, un manifeste placé au centre de la salle et un argument que Christian Estrosi va chercher dans la poche de sa veste, cette carte d'électeur, celle de sa grand-mère, immigrée italienne naturalisée française. Au nom de la mémoire de ma grand-mère, je me battrai de toute mon énergie, de toutes mes forces, pour que jamais dans notre pays, nous n'accordions le droit de vote aux étrangers. Devenir citoyen français, et ça doit faire la différence. Parce qu'être fier d'être français, c'est associé au droit de vote. Ne pas demander à être citoyen français, c'est ne pas adhérer aux valeurs de la République. Cette pétition, l'UMP des Alpes-Maritimes espère la diffuser bien au-delà des frontières du département pour imposer le sujet dans le débat. Certains y voient aussi une stratégie électorale pour rallier les voix frontistes. Représentant les centristes au sein de la majorité, Rudy Sall signe le texte avec un trait d'humour, mais sans état d'âme. Il n'y a strictement aucune radicalisation. Arrêtons de faire de la caricature. Vous savez, il y a 18% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen. Il y a 2 ou 3% de gens qui sont d'extrême droite et le reste des gens ont exprimé un certain nombre de préoccupations qui doivent être prises en compte. Aux militants donc d'aller sur le terrain munis de cette pétition et d'un tract au message clair, non au droit de vote des étrangers, non à François Hollande. Un tract qui en rappelle d'autres à Lydia Chénardi, responsable du Front National dans le département. C'est un peu notre calligraphie et notre mode de présentation. Ça pourrait être effectivement quelque chose de fait par le Front National. Mais évidemment, quand on lit le texte et qu'on met ses lunettes, on se rend compte que ça vient de gens qui sont dans le désespoir total d'une défaite annoncée. Du côté du Parti socialiste, on dénonce aussi une démarche jugée électoraliste pour récupérer les voix du Front National. Bon, je l'interprète
véritablement comme une manœuvre de désespoir de la part de M. Ciotti et Estrosi qui voient bien que leur candidat va être battu et donc qui essayent de manipuler les Français en faisant peur sur le droit de vote aux immigrés, en oubliant de préciser que c'est uniquement pour les élections municipales. Le Parti socialiste qui rappelle que par le passé, Nicolas Sarkozy n'y était pas opposé et qui campe sur ses positions. Si François Hollande est élu, une loi en ce sens sera votée d'ici 2013. Et autre thème qui alimente la campagne, les chiffres du chômage à la hausse en France. Ils le sont aussi à l'échelle de notre région, plus 0,7% au cours du mois de mars en région PACA. Dans les Alpes-Maritimes et le Var, vous le voyez, cette hausse est encore plus importante. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 6% en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une jeune femme recherchée par la police de Grasse pour disparition inquiétante. Cette maman d'un enfant de 8 mois dont vous voyez le visage a disparu de son domicile il y a 6 jours. Elle serait partie à bord de sa voiture, une Suzuki Swift. Si vous l'avez vue ou si vous avez des informations, vous pouvez joindre les enquêteurs du commissariat de Grasse au 04 93 40 91 91. Les nuisances de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Malgré la réglementation en vigueur, certains riverains estiment qu'il y a encore trop de vols de nuit, notamment de vols privés. Une commission consultative a été créée. Des aides financières existent pour insonoriser les logements. Malgré tout, les membres du comité de quartier Ferber-Arenas restent inquiets. Lise Riget, Pierre-Olivier Casabianca. Depuis sa terrasse, la vue est imprenable sur la baie des Anges et sur les pistes de l'aéroport. Irène a dû s'habituer au balai incessant des avions. Et en voilà un qui arrive en même temps. Voilà. Alors vous voyez, quand ils arrivent, ils ne font pas beaucoup de bruit, vous voyez, hein, mais par contre, quand ils décollent, ça fait du bruit. Alors en été, on ne peut pas laisser ouvert, hein, c'est pas possible. Hein. Même si elle avoue que des efforts ont été consentis ces dernières années. Ils tractent les avions pour partir, ils ne chauffent plus les moteurs ici, on a beaucoup moins d'odeur de kérosène, c'est beaucoup mieux. Ça, ils ont fait de gros efforts à l'aéroport, c'est vrai. Des efforts encore insuffisants pour les membres du collectif de quartier. L'heure n'est pas à la réunion de crise, mais ils restent préoccupés par les vols de nuit, en majorité des vols privés qui perturbent leur sommeil. En juillet, il y a eu 111 décollages la nuit et 69 atterrissages. Alors quand vous avez près de 200 mouvements en été, fenêtres ouvertes, eh bien, vos nuits sont complètement fichues et on ne peut plus se rendormir. De la route de Grenoble jusqu'à l'avenue de la Californie et au bord de mer, près de 5000 logements sont concernés par le plan de gêne sonore. Financé par une taxe sur les compagnies aériennes, ils permettent de bénéficier de travaux d'isolation du bruit. L'insonorisation touche les pièces à vivre, donc c'est-à-dire la salle à manger, les chambres et la cuisine. Donc ça touche uniquement ces pièces-là. Et il y a un plafond qui est calculé en fonction du nombre de pièces. Donc on vous rembourse à 100% de la facture jusqu'à ce plafond-là. Le Conseil d'État a été saisi sur l'interdiction des vols privés la nuit, sans réponse pour le moment. Dans le même temps, une extension du terminal 2 est prévue à l'aéroport de Nice. 150 brebis et agneaux tués lors d'une attaque à Sipierre, au-dessus de Grasse. Attaque non pas de loups mais de chiens, selon les éleveurs. Cette ferme du Calerne, qui fait de l'élevage biologique, avait déjà été victime d'une attaque à l'automne dernier, avec 8 bêtes tuées. Une enquête de gendarmerie est en cours. Reportage complet ce soir dans le 19-20. Plus de 25 millions d'hectolitres produits chaque année sur la planète. Le vin rosé a son mondial et ce mondial se déroule ce week-end à Cannes. Un jury de 50 experts internationaux vont déguster des vins de tous les continents pour primer les meilleurs. Et le rosé de Provence, première production française, sera bien sûr représenté. Avec nous en direct de Cannes, Cyril Paillon, vous êtes le président de l'Union des œnologues de France qui organise ce grand rendez-vous. Merci d'être avec nous. On va voir dans quelques instants des images de ces dégustations qui ont commencé ce matin. Ce jury va tester 900 vins différents. C'est un vrai marathon. Pourquoi ? Pour trouver le meilleur ? Alors 994 vins sont dégustés aujourd'hui pour à la fois effectivement distinguer les meilleurs, mais aussi pour juger, pour donner des informations aux producteurs sur la qualité de leur vin. Et donc l'ensemble des œnologues, des jurés, vont donner des commentaires et vont donner des appréciations à chacun d'entre eux. Alors la France est le premier producteur mondial de rosé et la Provence est le premier producteur français. Donc forcément, l'AOC Provence est représentée. On le sait, la qualité s'est beaucoup améliorée ces dernières années, amélioration des techniques. Mais comment vous qualifiez cette évolution du rosé de Provence en termes gustatifs, olfactifs, visuels, qui sont les vôtres ?
Alors je crois que ces vins ont su effectivement s'adapter à la demande du consommateur. Ce sont des vins qui sont consommés tout au long de la journée, qui ont su s'adapter. Alors effectivement, les couleurs ont tendance à être plus pâles, des rosés plus aromatiques, des tendances plus sur la fraîcheur, des vins désaltérants, mais aussi des vins pour certaines appellations ou dénominations plus corsés, qui vont permettre à s'accorder peut-être à des vins un peu plus des vins de repas. Le rosé de Provence est, je crois, de plus en plus consommé, notamment aux États-Unis. Comment les œnologues étrangers le perçoivent-ils ? Je crois que les rosés de Provence ont su très bien communiquer, ont su évoluer aussi dans la qualité de leurs produits, dans la qualité de présentation. Et puis on a toute la logistique qui a facilité leur développement vers les nouveaux continents, vers l'exportation. Et maintenant, il est facile de trouver 10 jours après la mise en commercialisation d'un vin d'un producteur à l'autre bout de la planète, tout à fait en pleine forme et je dirais bien représentatif de la qualité des produits de Provence. Alors on connaît la concurrence du Chili ou de la Bolivie pour le vin rouge. Peu de réglementation là-bas sur la fabrication des vins. C'est aussi le cas désormais, cette concurrence pour le rosé. Faut s'inquiéter ? Or, je crois qu'effectivement, beaucoup de nouveaux pays se mettent à produire du rosé. Nous restons quand même les principaux pays. Vous savez qu'entre la France, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis, c'est 75% de la production mondiale des rosés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a encore des efforts à faire, mais le marché des vins français se porte très bien, surtout au niveau des rosés, même à l'exportation. En tout cas, ce mondial, c'est aussi une belle opération de promotion de notre vin rosé. Le concours organisé par l'Union des œnologues, le mondial du rosé, fait bien sûr pour aider les vignerons à parler de leurs vins, mais aussi leur rendre service sur l'étalonnage de leurs vins par des jurys internationaux, mais aussi au travers des vins internationaux. Et je crois que c'est un excellent exercice de calage. Et puis ça leur permettra aussi de pouvoir communiquer sur la qualité de leurs produits, de rassurer le consommateur, et puis d'informer le consommateur sur différents produits peut-être qu'il ne connaissait pas, sur le niveau qualitatif et reconnu par l'ensemble des jurys internationaux. Merci beaucoup Cyril Paillon d'avoir été en direct avec nous. Le mondial du rosé, c'est donc tout le week-end à Cannes. Rosé, évidemment, on le rappelle, à consommer avec modération. Un lieu au service des animaux depuis 40 ans, le refuge Duflos à Antibes recueille les chiens et les chats abandonnés. Il leur offre une nouvelle chance grâce à l'adoption. L'établissement est indépendant, financé principalement par des dons. Et pour fêter son anniversaire, demain, samedi, une journée porte ouverte est organisée. Karine Henry, Richard de Silvestro. C'est un petit espace de liberté, un moment de jeu et de détente, loin des box grillagées. Indira a été abandonnée il y a 1 an. Sa propriétaire n'avait plus les moyens de s'occuper d'elle. La jeune chienne était devenue méfiante. Avec Nathalie, elle retrouve l'obéissance et surtout la confiance. Il faut apprendre à connaître le chien. Moi, j'ai l'avantage d'avoir des fois un résultat qui avance plus vite. Parce que bon, ils me voient tous les jours, ils ont confiance en moi. Donc au fur et à mesure, en fait, ça facilite le travail. Le bien-être des animaux passe avant tout. En ce moment, le refuge Duflos accueille 44 chiens et 80 chats. Certains sont vieux, d'autres malades, mais ici, on ne fait pas de tri, on soigne, on remet sur pattes, on rééduque ceux qui en ont besoin. Beaucoup de chats sont sauvages, donc on essaye de passer du temps pour essayer de les sociabiliser, au cas où ils aient des problèmes de santé pour pouvoir facilement les soigner. Et au bout peut-être, l'adoption. C'est la vocation d'ici. Salariés, bénévoles, ils travaillent sans relâche, mais parfois, on les sent désabusés. 2011 a été difficile. Le budget de 300 000 € n'est toujours pas bouclé. Et 2012 ne s'annonce pas meilleur. La crise fait chuter les dons. Les abandons, eux, sont en pleine croissance. Quand vous voyez une personne qui vous amène un animal en disant « bon, je l'ai acheté, il était petit, il était mignon, il amusait les enfants, ben, maintenant il a grandi, je ne sais plus quoi en faire, donc ben, je vous fais le pactage, quoi. On vous amène le chien, on vous amène la gamelle avec les croquettes, on vous amène le panier, et sans état d'âme, on fait ça devant les enfants. » L'endroit est une valeur refuge depuis 40 ans. Comme cadeau d'anniversaire, on aimerait ici trouver de nouvelles familles d'adoption. Twist, par exemple, est le plus vieux pensionnaire, 6 ans, qu'il attend de nouveaux maîtres. En cette période où le monde de la finance est décrié, un type de placement qui sent l'air pur, à Roure, à 1200 mètres d'altitude, on vous propose d'investir dans une vache ou une brebis. C'est l'idée d'un couple d'agriculteurs qui a ouvert sa fromagerie sans passer par les banques. Elle propose à ses clients d'investir dans les animaux et les dividendes sont versés sous forme de produits laitiers. C'est notre rubrique Vue d'en haut avec Nicolas et Benoît Lotte. Du bétail en leasing. Là où certains voient ici une bergerie, Manuel imagine un établissement de crédit. Des brebis, non, pas seulement.
Un placement financier aussi, disant déjà que ce couple a surclassé le billet vert par un morceau de bleu. Il faut travailler vraiment avec des gens qu'on connaît et ils peuvent venir choisir leur vache, tel numéro ou telle vache et tout, ou sinon le faire comme ça. Et ils apportent donc l'argent, le capital et nous on leur signe un petit papier et après ils prennent leur fromage sur la durée qu'ils veulent maintenant. 1 300 € la vache, 300 la brebis, un placement financier rémunéré à 10% sans frais ni conditions de souscription. Particularité, les remboursements se font en lait, yaourt, faisselle ou fromage. Je ne s'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur. Mais c'est vrai que de suite ça a très bien marché et la ferme a évolué avec un nombre d'animaux qui a augmenté. 120 brebis, 60 chèvres et 27 vaches, l'exploitation a compté jusqu'à 80 actionnaires ou parrains. C'était le hasard, ils nous ont appelés. Parmi eux, cet Américain spécialiste de la finance et fils de banquier suisse. C'est probablement l'investissement le plus intéressant que j'ai eu de mon portefeuille parce que c'est certainement le plus original. Je dois dire qu'on a eu un énorme plaisir ces 10 dernières années et puis la production de Sandrine et Manu est magnifique, d'excellents fromages. Impossible de quitter la banque du lait sans visiter la salle des coffres. Un capital fromager qui a prospéré au fil du temps. Déjà on a du chèvre, de la brebis et de la vache. Vous prenez cette base-là, vous la multipliez par le fait de pouvoir changer les recettes et de faire des fromages plus ou moins souples, plus ou moins durs, et vous atteignez 20-25 sortes de fromages différents, quoi. Sans l'aide d'une banque, le couple a gagné son pari. Ils viennent même d'embaucher 2 salariés. Le bon sens près de chez soi, Manu et Sandrine travaillent exclusivement avec une clientèle locale, des investisseurs qui repartent toujours avec leurs dividendes sous le bras. Retour sur le littoral, dans une bâtisse emblématique d'Antibes et du Cap, la villa Hélène Rock, construite il y a 150 ans, est un lieu de concert et de promenade, aujourd'hui propriété de la ville. Son entrée sera payante cet été, c'est la nouveauté de l'année. Un prix symbolique, mais les jours d'ouverture seront plus nombreux. Karine Henry, Frédéric Tissot. Prenez votre temps. On va y arriver. On va changer le système, je crois. Voilà, madame. Merci. Visiblement, ce n'est pas simple, mais il va bien falloir s'y faire. À l'entrée du parc, il faut maintenant décrocher un ticket et payer 2 € par personne. C'est pas la mer à boire, hein, parce que ailleurs, ils en profitent 2 fois plus. C'est quelque chose, un patrimoine qu'il faut garder. Donc l'entretien me paraît normal. Par la ville, c'est très bien. Donner une petite contribution me paraît normal. C'est en quelque sorte un prix de beauté, car au bout de l'allée face à la mer, Hélène Rock, un monument du Cap d'Antibes. D'avril à septembre, l'entrée sera donc payante, mais l'été, la villa est désormais ouverte 3 jours par semaine. Les visiteurs peuvent se promener au premier étage et plonger dans l'ambiance des années 20. Il y a des gens comme Rudolf Valentino, il y a des gens comme Greta Garbo, et qui se sont retrouvés, puis qui ont écrit en définitive l'histoire de ces années folles. Et ces années folles, c'est le début quand même de la grande histoire d'Antibes, du Cap d'Antibes, et puis de Jean Lipin. Et dans la série des souvenirs, on a imaginé une boutique spéciale Hélène Rock, livres, tasses, stylos, quelques objets du présent pour promouvoir la grande histoire du passé. Ici, on pense que c'est plutôt distingué. Le monogramme qui est inscrit est quand même très très chic. Ce n'est pas des souvenirs que l'on rencontre partout, c'est bien la personnalisation de la villa Hélène Rock avec ce parc de 11 hectares, cette roseraie. Une image qui commence à bien se vendre. Une partie de l'argent permettra de financer des travaux de rénovation. La grande Maison Blanche continuera ainsi à défier le temps. Et c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle que vous pouvez, comme tous les jours, le revoir sur notre site internet france3côte-d'azur.fr. Site où vous pouvez également suivre l'info régionale tout au long de la journée. Dans un instant, l'édition nationale. Et puis ce soir, vous retrouverez Olivier Orsini pour le 19h et pour les journaux du week-end. Bon après-midi à tous.